compte, un marginal qui décède. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est que l'impact, la déflagration est beaucoup plus... J'ai dit économiquement. On peut aussi mourir de paludisme. Tout à fait. L'impact c'est le même. Oui. Non, mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas dit qu'on fait trop de... Je rejoins finalement le discours. Non, je rejoins finalement le discours parce que c'est un discours plus humaniste, le discours du docteur Tapa. Il dit qu'un mort en vaut un autre, peu importe l'importance sociale que celui-là a dans le groupe auquel il appartient. Et ça, c'est vrai. C'est ramener la médecine à son sens hippocratien. Exact. C'est-à-dire que la médecine, c'est d'abord pour sauver la vie, pas la vie d'une élite, et pas la vie d'un laissé-pour-compte. La médecine, aujourd'hui, est devenue un élément de disparité sociale. Je vais prendre l'impact économique de ce fameux vaccin de la Covid. Vous savez, on parle, et hier, c'était sur une chaîne américaine que je voyais, que le débat est devenu âpre aux États-Unis sur la question du passeport vaccinal. Oui. Vous savez que le vaccin va avoir d'autres implications. Les personnes vaccinées ne pourront plus accepter d'être en contact avec celles qui ne sont pas vaccinées. Donc, on va avoir dans une société à deux vitesses, les personnes vaccinées qui vont davantage se ghettoiser dans leur environnement et les personnes non vaccinées qui ne pourront pas avoir accès à ces espaces. Et puisque il se trouve que c'est l'élite, celle justement que le docteur Etoua défend. Je ne défends pas. Non, arrêtez. Non, je ne défends pas. Bon. Au contraire. Oui, parce que vous avez dit lorsque... Non. Le docteur Etoua... On a peut-être... Le Covid est une question de santé publique. Oui. Et c'est également une question économique. Oui. Parce que vous ne pouvez pas séparer les deux. Vous ne pouvez pas séparer la médecine, la santé publique et l'économie. Okay. Tous vont de pair. C'est bien beau. Le vaccin deviendra nécessairement un élément de discrimination sociale. Pourquoi? Parce que les personnes vaccinées ne voudront plus être en contact avec ça. Et d'ailleurs, quand on parle du passeport vaccinal, c'est quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas vacciné, Serge-Alain, vous ne pouvez plus aller à Paris. Ouais. Par exemple, parce que là-bas, ils ont déjà vacciné 6 millions de personnes. Donc, les personnes... En Israël, on va parler du cas d'Israël. Ça deviendra également un élément d'accommodement à un système mondial de santé qui lui-même est très polémique. Moi, je n'oublie pas une chose, et il faut le rappeler. La question de la Covid a révélé que les lobbies pharmaceutiques entretenaient à coups de millions plusieurs médecins dans le monde pour justifier des traitements. Avec des arguments scientifiques, mais simplement avec des avis qui étaient des avis déjà fabriqués par ces firmes-là. Alors, si ces firmes réussissent à avoir le contrôle, et tout à l'heure le docteur Tapa a donné quelque chose de très intéressant, c'est que le temps d'homologation, le temps de fabrication de ces vaccins amène quand même à s'interroger. Est-ce qu'ils ont passé tous les protocoles de sécurité? J'ai souvent pris cet exemple. Les militaires américains, les militaires américains en 1970 ont été tous contraints à cause du paludisme qu'ils ont commencé à attraper, à contracter, pardon, dans leur guerre en Asie, je crois Thaïlande, Vietnam, voilà, au Vietnam, ils ont été contraints d'utiliser des médicaments comme le Bactrim et la chloroquine. Quelle en est la conséquence? 20 ans plus tard, on a remarqué que le taux de cancer et d'insuffisance rénale chez ces personnes était élevé. Donc, c'est les effets secondaires dont parle le docteur Tapa. Oui. On peut avoir des effets secondaires qui ne sont pas encore mesurés. La thrombose, qui est déjà observée avec AstraZeneca, n'est qu'un élément, un indicateur sur ce qu'on pourrait constater dans 20 ans. Donc, tu dois réagir avant qu'on ne prenne. Professeur Jean-Pierre va réagir sur la question aussi. Dans l'histoire de la médecine, ou même de la vie, il y a souvent eu des disruptions, des révolutions qui permettent à l'humanité de faire des bonds. Le premier vaccin de Louis Pasteur, en 1876, c'était destiné à des chèvres. C'était pour la fièvre charbonneuse. Mais il y a eu un enfant
qui a été mordu par un chien. Qu'est-ce qu'il avait? C'était le seul argument qu'il avait. Il a vacciné l'enfant et ça a marché. Et c'est comme ça que le vaccin a été popularisé. Et juste en passant, on parle des anti-vaccins. Les plus grands et féroces adversaires de lui passé étaient des médecins. Ils ont même créé une organisation qu'on appelle la Ligue mondiale des médecins anti-vaccinateurs. Et tout ça, qui faisait des congrès mondiaux pour fusiller Pasteur, qui n'était par hasard pas médecin, qui était un chimiste. Donc, c'est pour dire que dans la vie, parfois, il y a des disruptions comme ça, et tout ça qui permettent à l'humanité de faire des bons. La question de la sûreté des vaccins, effectivement, il y a des agences. Il y a l'agence européenne de sûreté des médicaments, qui n'est pas, quand même, qui est une institution sérieuse. Il y a la FDA aux États-Unis, qui est une institution sérieuse. Elle ne va pas mettre... Qui est très controversée aussi. Oui, qui est controversée, mais qui est une institution sérieuse. Oui, mais qui est trop controversée par rapport à sa position sur ces vaccins. Et je vais dire... Non, laissez-moi finir. Je veux dire que... Donc, quand on met des protocoles, on les suit. Quand on met un vaccin ou un médicament en place, on fait une étude, on fait un suivi. On fait un suivi. La thrombose dont on parle, qui est un effet... Docteur Tapa le sait, si des femmes prennent des contraceptifs, elles peuvent avoir des thromboses. La thrombose peut être causée par un certain nombre d'autres pathologies, pas forcément le vaccin. Donc, pour homologuer un vaccin. On va permettre au professeur Jean-Tour d'intervenir. Permettez. Vous n'allez pas isoler de Pasteur pour en faire un cas de science. Je vous en prie, cher monsieur. Professeur Jean-Tour, sur la question, vous avez sûrement un mot à dire. Je vous vois très souriant. Ouais. Professeur Jean-Tour. Ça me manque la chaleur du plateau. Donc, effectivement, ce que je voudrais mentionner, c'est que lorsqu'on regarde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, professeur. Oui, exactement. Donc, j'étais en train de dire, effectivement, c'est un élément qui est majeur de ne pas banaliser cette deuxième vague comme notre copanéliste voulait le faire passer comme quelque chose de pas important, parce que c'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe ailleurs. Si on regarde, par exemple, nous, ici au Canada, entre la première et la deuxième vague, on est passé d'un nombre de cas multiplié par 5. Donc, si on considère ce qui se passe au Cameroun, dans la première vague, on avait environ 500 cas par jour et qu'on est actuellement un nombre de cas qui augmente avec ce même ratio, on va se retrouver avec ce qu'on craint vraiment dans tout pays, c'est le débordement des systèmes de soins. Donc, au-delà de la question de protection des personnes selon leur rang social, ce qui est important, et c'est ce que nous, on a eu à démontrer ici, c'est que tous les citoyens doivent être traités dans les bonnes conditions et on ne devrait pas avoir à choisir entre deux citoyens qui est-ce qu'on doit soigner et qui on ne devrait pas. Et c'est ça le gros défi par rapport à ce qu'on observe. Là, actuellement, au Cameroun, on est déjà à 600 décès. Si je calcule le nombre de décès par rapport au ratio du nombre de population, par rapport au nombre de contaminés, on se trouve à un taux de 1,4% de contaminés. Et nous, au Canada, on est à 2,4%. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce taux de décès. Mais ce qui va être l'élément majeur, ça va être la morbidité au-delà du décès. Ça va être le pourcentage de personnes qui vont avoir des formes sévères ou même des formes qui vont donner des séquelles. Et de plus en plus, on voit ce qu'on appelle des Covid longs, qui sont des formes avec des manifestations qui durent pendant longtemps. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre cette deuxième vague avec beaucoup de sérieux et les mesures qui ont été mises en place dans la première doivent être réitérées avec beaucoup de rigueur. Nous avions parlé ici dernièrement, il y a quelques temps, je vous avais mentionné l'impact que la Chan aurait sur la relancée, la reflambée de cette pandémie au Cameroun. Et on le voit en ce moment avec le nombre de cas qui augmente. Donc je vais terminer et chuter en disant que malgré l'année de recherche intensive, il n'y a pas de traitement actif pour lesquels on pourrait dire on va se reposer sur ça.
c'est la prévention qui reste fondamentale. C'est le vaccin qui reste fondamental. Voilà, et donc, professeur, je reste avec vous. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Combien de temps dure l'immunité? Et deuxième question, par rapport au vaccin, et entre une personne qui a été, par exemple, contaminée lors de ce qu'on va appeler la première vague, peut-elle être contaminée une seconde fois dans cette deuxième vague? Oui, Une personne qui a fait la maladie l'année dernière, est-ce qu'elle peut encore faire la maladie cette année? Oui, c'est une excellente question et ça a été clairement démontré par le génotypage des personnes qui ont été contaminées lors de la première vague et qui, dans cette deuxième vague, ont été de nouveau contaminées. C'est la raison pour laquelle le plan vaccinal actuellement établi vise à protéger ceux qui n'ont jamais été malades, premièrement, mais aussi à protéger ceux qui ont eu une exposition au virus, mais qui restent néanmoins susceptibles de l'attraper. Okay. Et cette deuxième approche va alors dépendre d'un certain délai qui varie selon la durée des anticorps. Actuellement, on considère qu'au bout de 3 mois, on devrait pouvoir, chez quelqu'un qui a été malade, faire une injection vaccinale. Et c'est ce qu'on fait ici pour les personnes au Canada. Ceux qui ont été malades reçoivent une seule dose de cette injection vaccinale dans un intervalle au moins 3 mois après l'infection initiale. Voilà, merci, prof. Docteur Tapa. Oui, je veux dire, quand on écoute les explications, ce que je retiens, c'est la prévention. La prévention, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut éviter d'assimiler la prévention au vaccin. Parce que, en fait, je reviens et j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, les gens doivent d'abord compter sur ce qu'ils ont. Et ce que vous avez maintenant, c'est votre système immunitaire. Si on mettrait plus d'accent à éduquer les gens sur comment développer leur système de défense, qu'on gagnerait beaucoup, quel que soit ce qui est en train de se passer, qu'à attendre des choses qui ne sont même pas encore là. Je veux dire, au Cameroun, on a un problème. Quand on parle de l'immunité, le style de vie pose un problème. Il faut apprendre aux gens que l'eau, c'est important pour leur santé. Ça semble être banal, mais c'est plus un gros sujet, aussi bien au Cameroun que dans le monde aujourd'hui. La déshydratation est un facteur de immunodépression qui n'est pas à négliger du tout. C'est un gros élément à mettre en exergue. Deuxième chose, l'alimentation. Qu'est-ce que le Camerounais moyen mange aujourd'hui? Il faut attirer l'attention des gens sur un certain nombre de choses qui dépriment l'immunité. Quand vous voyez l'habitude des gens qui s'intoxiquent à longueur de journée avec les viandes braisées à l'huile raffinée et l'alcool à gogo. Vous dites les viandes braisées à l'huile raffinée. Quand vous voyez les huiles brillantes qui arrosent toutes ces viandes, ce n'est pas innocent pour le système immunitaire. Ça, vous êtes sûr que vous agressez la membrane cellulaire. Comme il a dit, donc vous dites que le soya, c'est dangereux? Non, pas le soya est dangereux, mais la manière de le faire manger devient un danger. Le ndolé n'est pas dangereux, le ndolé est bien, mais la manière de présenter le ndolé sur la table aujourd'hui, c'est un danger. Quand les femmes font briller avec les huiles raffinées, ce qui agresse la membrane cellulaire, c'est les huiles raffinées. Il ne faut pas vous en faire. Et quand ça agresse la membrane cellulaire, la conséquence, c'est que le cholestérol qui défend la membrane s'accumule. Et quand on parle de plaques d'athérome après et tout ça, ce n'est qu'une conséquence de toute cette alimentation. Le cholestérol en lui-même n'est pas un problème. C'est puisque l'organisme produit 3/4 de ses besoins. Donc, le problème se part de notre alimentation. Il faut réapprendre aux gens comment manger ce qu'ils ont déjà. Ce n'est pas leur apprendre à manger des choses qu'ils n'ont pas, mais leur apprendre comment manger ce qu'ils ont sans que ça leur fasse du mal. Ça, à mon avis, c'est un facteur d'éducation. L'éducation prend une place de choix ici dans la prévention du Covid. Et le dernier élément, c'est le sédentarisme. Il faut que les gens bougent, comme ils continuent à le faire. Merci. Merci, on revient après le journal, parce que on a des impératifs. Dans un instant, dans le journal de Cédric Noufelé, mais avant cela, une passe de pub. Conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.